j'accueille Philippe de Gaulle. Bonsoir, amiral. Bonsoir, monsieur Ardisson. Alors, quel effet ça vous fait d'être à la télévision? Est-ce que vous avez le trac quand vous venez à la télévision? Oh, moi, j'ai pas de talent ni de goût particulier pour la télévision. Ouais. Provenant de la Marine nationale, nous pratiquions la discrétion. Ouais. Mais mon père, c'est différent. Il avait appris, votre père, Il avait appris, dès avant-guerre, il avait d'abord compris l'importance des médias. Ouais. Il l'a appliqué pendant la guerre. Ouais. Bien sûr, l'appel du 18 juin pour commencer. Ouais. Et puis, c'est un métier qu'il a appris finalement au fur et à mesure des années, jusqu'à le pratiquer avec une certaine maîtrise quand il est devenu président de la République. Moi, je me souviens, en mai 68, quand il a fait son allocution à la radio, on était avec des amis étudiants révolutionnaires dans un parc public et on l'a entendu à la radio. Il a retourné tout le monde en un discours. Il était très très fort en radio. Hein. Oui, d'autant que la télévision ne marchait pas. Ouais, voilà. Il n'avait que la radio. Voilà. Et la radio sur transistor. Alors, pour ceux qui ne vous auraient pas reconnu, Philippe de Gaulle, vous êtes le fils de Charles de Gaulle, ancien inspecteur général de la Marine, depuis 1986 sénateur UMP de Paris. Alors, évidemment, c'est pas facile d'être le fils du général de Gaulle, mais vous avez accepté votre destin avec courage et modestie. Vous dites, j'aurais pu naître fils de pygmée ou de bantou, le sort en a décidé autrement, on ne choisit pas sa place. Pour vous, votre place implique plus de devoirs que de droits, d'une certaine façon. Non, je dirais autant de devoirs que de droits. Ouais. Il ne faut pas diminuer ce qui... C'est très autant de devoirs que gaulien, de droits. ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, mais c'est ainsi. Il faut assumer la place que le sort vous a attribuée. Ouais. Alors, bien que fils du général de Gaulle, vous n'avez jamais cédé à la facilité. À 20 ans, vous choisissez l'armée, la marine. Ensuite, pendant la guerre, vous sillonnez la Manche dans les vedettes lance-torpilles des forces françaises libres, donc une guerre très, très courageuse. Vous débarquez avec la 2e DB et vous participez à la meurtrière campagne d'Alsace. Donc, tout le monde connaît l'action de votre père pendant la guerre, mais on peut dire que vous aussi, Philippe de Gaulle, vous avez une action très, très courageuse. Hein. Oui, je ne pouvais pas être autrement qu'être en première ligne, y compris dans la 2e division blindée. Ouais. Alors, il y a eu 2000 livres écrits sur le général de Gaulle, votre père, mais jamais le témoignage de quelqu'un d'aussi proche, son propre fils. Vous êtes le dernier témoin privilégié vivant. Vous dites, après moi, on fera du roman. Vous êtes le dernier à pouvoir certifier de ce qui s'écrit. Puisque ma sœur, aussi discrète que ma mère, garde le silence, il n'y a donc plus qu'un seul témoin. Et le moment est venu pour moi de témoigner. Après, on écrira ce qu'on voudra. Néanmoins, aura-t-on le plus d'éléments possible, et en tout cas plus que ce qu'on en a maintenant, à en juger par ce qu'on écrit parfois en fait d'affabulation ou d'interprétation abusive. Combien de fois ai-je entendu dire que mon père disait l'intendance suivra? Oui, c'est vrai. Oui. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, pour lui, l'intendance précédait toujours. Alors donc, à 81 ans, vous parlez, Philippe de Gaulle, dans un livre événement, un livre d'entretien avec l'écrivain journaliste Michel Thoriac, qui s'appelle De Gaulle, mon père, qui est édité chez Plon. Alors, le premier tome dont nous allons parler aujourd'hui va jusqu'en 1958, c'est-à-dire jusqu'au retour du général de Gaulle au pouvoir. Le 2e tome paraîtra en février 2004, et j'espère que vous serez de nouveau des nôtres pour parler du suivant. Alors, ce livre, évidemment, fourmille d'informations historiques et d'éléments plus personnels, à commencer par la difficulté à s'appeler De Gaulle. Vous dites finalement que vous ne pouvez pas passer une journée aujourd'hui sans entendre parler du général de Gaulle. C'est vrai, on a ses propres parents disparus en soi-même. Ouais. On vit avec eux. Mais en plus, je ne peux pas passer un jour sans voir mon nom écrit, le nom de mon père, pour une question ou une autre. Alors en plus, comme vous lui ressemblez énormément, vous le savez, vous
pouvez pas aller dans le métro, vous pouvez pas aller au cinéma, c'est très difficile pour vous. Ça fait partie du statut, c'est ça. de ce qu'on doit assumer, c'est comme ça. Alors, quand avez-vous pris conscience du fait que votre père n'était pas comme les autres, qu'il était différent, voire supérieur? Oh, très tôt. Ouais. Très tôt, je dirais 4-5 ans. Ah ouais. Alors je sais que tous les petits garçons se disent mon père est formidable, il est toujours le mieux, etc. Mais tout de même, je me suis aperçu que le personnage central c'était toujours lui, même quand il ne disait rien. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que je publie, on voit une photo du sous-lieutenant Charles de Gaulle au 33e régiment d'infanterie qui, au bout de table, déjeune à la popote en campagne avec les officiers de son bataillon. Il y a des vieux capitaines, il y a le commandant chef de bataillon, il y a beaucoup de... Mais on ne voit qu'un seul personnage, c'est lui. Il est en bout de table et pourtant il n'y a que lui qu'on voit. L'enfance assez difficile quand même, discipline assez ferme à la maison. Est-ce que votre père vous mettait des baffes, enfin des gifles? Non, si vous voulez me faire dire que nous avions une éducation prussienne, certainement pas. Des baffes, on en recevait quand on était petit. D'ailleurs, c'est comme ça que la lionne réagit avec le lionceau, ou l'ours avec le petit. Il faut le ramener dans le droit chemin, et que faire avec un petit qui met la main dans la soupe? Il lui donne une tape. Voilà. Sans ça, eh bien, c'était les coutumes du milieu auquel j'appartenais. Il fallait être dans un moule et répondre. Quand on vous adressait la parole, Voilà. À table, les enfants ne parlaient pas tant qu'on leur pas dit qu'ils pouvaient parler. À table, les enfants ne parlaient pas si on ne les interrogeait pas. Et ils ne devaient rien réclamer. C'est une autre chanson, là, Si on les avait oubliés, ou s'ils n'avaient pas de cuillère, ou ils ne disaient rien. Ils ne devaient rien dire. Votre mère avait quand même la main un petit peu plus lourde que votre père. Hein. Ma mère avait besoin de s'affirmer un peu plus. Mon père avait une autorité naturelle qui faisait qu'il n'avait pas besoin de s'imposer. Votre mère n'était pas très maternelle, hein? Ma mère était une mère parfaite. C'est-à-dire que ses enfants avaient tout ce qu'elle pouvait leur donner, mais elle ne les milliardisait pas, ne les caressait pas, sauf quand ils étaient très petits. Vos parents, Philippe de Gaulle, formaient un couple où la discrétion s'imposait. Hein. C'est-à-dire que quand votre père rentrait à la maison, il embrassait votre mère sur les joues, sur le front, jamais sur la bouche devant vous. Ah non, jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Non, il l'embrassait. C'était considéré comme le comportement du couple en public. Alors votre père suivait de près vos études. Il apprenait des fables et des poèmes par cœur pour vous les faire réciter. C'est insensé. Il l'apprenait lui-même. Il lisait 3 fois le poème, et puis il le savait par cœur. Voilà. Et il me le faisait réciter, en se faisant se raser, pour m'indiquer comment on devait le réciter. Alors, vous dites, je devais être parmi les 10 premiers de la classe. Il fallait que je sois avant les autres, ça c'était obligatoire. Oui, il disait, ça m'est égal que tu aies un demi-point, si les autres ont 0. Alors finalement, vous rentrez dans la marine, il ne s'est jamais vraiment mêlé de votre carrière. Hein. Il n'a jamais beaucoup intervenu dans votre carrière militaire. Et finalement, il a failli vous oublier dans ses mémoires de guerre. Il a oublié finalement que vous étiez comporté en héros pendant la guerre. Héros, non. Ah bah quand même. Il a rajouté de sa main sur le manuscrit, mon fils continue à se battre avec la 2e DB. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que finalement il vous est tellement mis de côté à ce moment-là? Eh bien parce qu'il était en train d'écrire ses mémoires de guerre, mais il ne raconte pas l'histoire de sa propre famille, à peine se mentionne-t-il lui-même. Et puis je lui ai dit à la fin tout de même, vous pourriez dire que votre propre fils a fait le tout de bout en bout, et pas à l'arrière. Il a dit oui c'est vrai, mais c'est pas pour raconter l'histoire de ma famille. Alors il a rajouté « Mon fils continue à se battre ». Il s'agissait de la libération de Paris, point final. Il aurait pu, peut-être, ça aurait pu arriver, écrire « Mon fils a été tué, il n'a pas été le seul ». Vous en avez voulu d'avoir aussi peu de considération finalement pour vos faits d'armes pendant la guerre? Ah, pas du tout. Il le savait, il savait très bien. Ça ne sert à rien d'être le fils du général de Gaulle quand il faut apponter de nuit sur un porte-avions, ou quand il faut accoster un bateau, ou quand il faut faire l'antichar avec la première ligne d'infanterie. Ça sert absolument à rien.
Alors c'est pas la peine qu'il s'en mêle là. Alors sur le plan historique, Philippe de Gaulle, vous apportez un éclairage évidemment sur le mois de juin 40, le refus de Paul Reynaud, le président du Conseil, de quitter la France. Il y a sa décision à lui de partir en Angleterre, de se jeter à l'eau, dit-il, et de s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est un geste qui est fondateur pour tout ce qui suit après, c'est qu'à un moment, il est entré dans la rébellion, il a franchi le Rubicon. Il ne savait pas où il allait, il était tout seul contre tous. Oui, mais il ne se considérait pas comme rebelle. Ouais. Il était secrétaire d'État d'un gouvernement et il considérait que de la Troisième République, et il considérait que le reste étant sous l'influence de l'ennemi ne comptait pas. Voilà. Qu'il était toujours sous les lois de la Troisième République. Il n'y avait pour lui aucun changement de régime et il ne se considérait pas comme rebelle. Il considérait que les autres avaient failli. Ouais. Mais lui, il continuait ce qu'il devait continuer, comme il le disait, parce que c'est l'honneur. Tous nos alliés continuent le combat aux côtés des Anglais, y compris ceux qui sont envahis, comme les Polonais, les Hollandais et tout. Il n'y a que nous qui ne continuons pas. C'est l'intérêt supérieur de la France, parce qu'il faut qu'elle soit victorieuse à la fin avec tous les autres. Et c'est le bon sens, parce que les Allemands perdront. Alors souvent, on se dit, dans la vie d'aujourd'hui, 60 ans après, on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, le 18 juin 40? Est-ce que je serais parti à Londres ou est-ce que j'aurais accepté finalement l'occupation ou le pétainisme? C'est une question qui est centrale toujours aujourd'hui dans la vie des Français. C'est une question qu'on se pose très souvent. Oui, mais il y avait beaucoup de jeunes gens à l'époque qui n'acceptaient pas l'effondrement de la France, que pour eux ça paraissait incroyable. C'était d'ailleurs effectivement incroyable. Il faut bien le dire, oui. Et auraient voulu se battre ou continuer, ils n'ont pas pu, parce qu'ils se sont trouvés très vite bloqués. Alors vous et votre famille, Philippe de Gaulle, embarquez donc à Brest sur un rafio pour l'Angleterre, et quand vous arrivez à Falmouth, vous ne savez pas vraiment où est votre père, le général de Gaulle, et c'est là, vous voyez dans le journal un entrefilet disant qu'il a lancé un appel la veille, donc on est le 19 juin. Oui, il a été soumis à un rythme absolument épuisant. Dans les 10 derniers jours du gouvernement français, il faisait l'aller-retour de Grande-Bretagne-France dans les 24 heures, il allait à Tours, il revenait, il allait à Bordeaux, il retournait à Brest, et par conséquent, il était fréquemment en Grande-Bretagne, disons tous les 48 heures. Donc on savait que mon père pouvait être en Grande-Bretagne, mais nous n'étions pas sûrs de l'y retrouver, et nous avons traversé pour une autre raison. C'est que comme j'avais une sœur très infirme qui ne marchait pas, et qu'on ne pouvait pas déplacer en voiture, d'ailleurs nous n'avions pas de voiture, pas en train, pas en car, alors ne pas nous laisser dépasser par les Allemands, c'est la consigne que nous avions. Partir du Bretagne Nord où nous étions en vacances pour aller à Nantes ou à Bordeaux, avec cette fille infirme, ma mère a décidé que ça serait plus simple de prendre un bateau pour aller en Grande-Bretagne, ce qu'elle avait fait en 1914, déjà une fois. Alors ensuite, Philippe de Gaulle, vous commentez un certain nombre d'événements historiques de la Deuxième Guerre mondiale, le sabordage de la flotte à Mers-el-Kébir, la prise ratée de Dakar, l'assassinat d'Arlan, la dénonciation de Jean Moulin, et surtout l'affirmation du général de Gaulle à l'issue de la guerre pour imposer la France comme un des vainqueurs, pour redonner, dit-il, le moral à la nation après que le ressort eût été cassé. Puisque l'effondrement politique était devenu total, mon père a considéré qu'il n'était pas un commandant de forces armées et qu'il défendait les intérêts du peuple français. Et il a toujours fait valoir, autant à l'ennemi qu'à ses propres alliés, que le peuple français était incontournable et qu'il fallait toujours compter avec lui. C'est ainsi qu'il a commencé à prendre un rôle politique, souvent d'ailleurs inconfortable pour ses alliés. Philippe de Gaulle, cette idée de dire aux Français, finalement, la France s'est bien comportée, de leur faire croire un petit peu qu'ils ont tous été résistants pendant la guerre, ça partait d'un bon sentiment pour redresser le moral de la nation, mais on sait bien que historiquement c'est faux. Ah, tout de même, nous nous sommes effondrés en 1940 parce que nous étions mal organisés, nous avions des préjugés militaires périmés et nous étions mal commandés. Car nous étions dans une république qui était déjà très usée. Donc les armées étaient mal commandées.
Mais tout de même, il ne faut pas oublier qu'en mai-juin 40, les Français ont eu 116 000 tués et 600 000 blessés. Oui. Et nous étions tout seuls. Oui, mais d'accord, mais après la guerre, quand votre père faisait les comptes, il voyait le nombre de gens qui avaient été dans la résistance, sur je sais pas moi, sur 40 ou 45 millions d'habitants à l'époque, ça faisait pas beaucoup quand même. Il y avait 40 millions, 39. Ouais. Il y avait beaucoup d'attentistes, c'est vrai. Mais il y avait quand même une proportion de résistants qui petit à petit a pu être répertoriée et monter. Environ 40 000 résistants patentés, enregistrés dans des réseaux. Une centaine de milliers d'autres qui n'étaient pas dans des réseaux mais qui les ont aidés et qui ont risqué la capture ou même d'être fusillés. Environ 200 ou 300 000 autres qui les ont aidés. Le peuple français s'est quand même a résisté tout de même. En tous les cas, il aura donné beaucoup d'importance à ceux qui ont résisté. Alors, bien sûr, pour des raisons politiques, mais aussi morales. Alors, vous parlez aussi donc de l'épuration, son refus de gracier des écrivains collaborationnistes qui lui a été beaucoup reproché, notamment Brasillac, Laval, fusillé alors qu'il était dans le coma, parce qu'il avait fait une tentative de suicide. Il a voulu se suicider en absorbant un poison qui était partiellement périmé, mais il serait mort de toute façon. On aurait pu le laisser mourir. C'est ce qu'a dit votre père, ça. Voilà. Il a dit avec elle le laisser mourir, oui. Alors, le maréchal Pétain, votre père voulait qu'il soit condamné, évidemment en sachant qu'il allait le gracier, qu'il ne le laisserait pas fusiller, mais il disait, si moi j'étais tombé dans les mains de Vichy, ils n'auraient pas eu autant de clémence avec moi. Ah, incontestablement, il aurait tout de suite été fusillé. D'ailleurs, les Allemands l'auraient exigé. Ce qui fait qu'ils ont fait 2 procès successifs. Ils l'ont d'abord réduit au grade de colonel et à une amende, et puis sans doute les Allemands ont-ils protesté, et un mois après, ils ont réuni un conseil de guerre qui, à ce moment-là, l'a condamné à mort et à la confiscation de ses biens et à la perte de sa nationalité. Donc il l'aurait fusillé alors que lui n'a pas fait fusiller Pétain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Souvent, quand on parle en France des Américains et de l'anti-américanisme, on se réfère au général de Gaulle. Et j'ai retrouvé une phrase dans votre livre qui est finalement assez d'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est ne pas aimer les Américains de considérer qu'ils n'ont pas à décider pour la France? Non, chaque pays a à défendre son peuple, ses intérêts qui ne sont pas les mêmes. Il faut rappeler ce que le papier que les États-Unis remettaient à chaque soldat américain qui débarquait en France et qui était intitulé « Vous n'êtes pas là pour libérer la France, mais pour combattre un ennemi des États-Unis ». Même si vous libérez la France, ce n'est pas le but. De fait, tous les Français, même ceux qui ont libéré les États-Unis en 1786, au temps des guerres d'Amérique, sont morts en réalité pour la France, pour le roi qui le représentait à l'époque. Comme les Américains, les soldats américains qui ont été tués sont morts pour les États-Unis d'Amérique et les Français pour la France, c'est tout. Chacun a ses intérêts et sa personnalité propre à défendre. Aussi, il faut voir que les journalistes, souvent, parce que ça faisait de la copie, exagérait les différends qu'il pouvait y avoir. Même s'il y avait des différences fondamentales, il y en avait, c'est bien sûr. Les États-Unis étaient à leur place et nous à la nôtre. Est-ce que l'attitude de la France face à la guerre d'Irak vous semble dans la ligne gaullienne de votre père? Très certainement. Très certainement. Mon père se serait d'abord demandé qu'avons-nous à faire dans ce pays étant donné que nous ne pouvons rien régler, nous Français. Il s'agit de nous Français, il ne s'agit pas des autres. Donc le gaullisme perdure d'une certaine façon. Le gaullisme perdure. Alors, il y en a qui voudraient qu'il ne perdure pas, mais enfin il perdure. Là il perdure en tous les cas, oui. Alors à l'époque où votre père est parti pour Londres, évidemment l'opinion publique était favorable à Pétain, il a décidé, lui, d'incarner tout seul la résistance face aux nazis. À votre avis aujourd'hui, contre quoi devons-nous résister? Contre la décadence, contre la perte de confiance en nous-mêmes. Mon père écrivait « La France vient du fond des âges, elle vit,
les siècles l'appellent. Et quelle que soit la situation, elle reste elle-même. Donc la France qui tombe, pour vous, ça se corrige? C'est celle qui se laisse aller. Ouais. D'accord. Alors, à l'époque de Radio Londres, on disait les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français devraient dire aux Français? Ah, il ne faut pas se laisser aller au déclin. Ouais. Il faut toujours garder... l'avenir n'est jamais inéluctable. Ouais. Les choses ne sont pas... On ne peut pas savoir 3 ans, 4 ans ou 5 ans après ce qui va se passer. Les choses ne sont pas réglées d'avance une fois pour toutes. Il n'y a pas de sens de l'histoire, ouais. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse théorie qui était une doctrine. Mais une doctrine très ancienne maintenant. Ouais. Alors, vous n'êtes pas désespéré, sérieusement, aujourd'hui, de voir qu'en France, il n'y a pas d'homme politique de l'envergure, de la stature de votre père? Tout le monde ne peut pas être le général de Gaulle. C'est ce que disait Georges Pompidou quand il lui a succédé. Ouais. Un jour, m'invitant à dîner, la seule fois où il m'est invité d'ailleurs, après mon père, plusieurs années, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez? Je fais comme je peux. Je ne suis pas le général de Gaulle. » Ben oui, il n'est pas le général de Gaulle. Les Chinois m'ont dit, un personnage comme votre père, il y en a un tous les siècles ou tous les 2 siècles dans chaque pays. Alors, on a beaucoup parlé de votre père, Philippe de Gaulle. J'aimerais, avant de nous séparer, qu'on dise un mot sur votre fils, qui s'appelle Charles de Gaulle, qui est au Front National. De Gaulle et Le Pen sur la même affiche, ça vous fait quoi? Oh, mon fils a l'âge du Premier ministre. Ouais. Son grand-père est mort il y a 33 ans. Ouais. Et on ne l'accuse pas d'autre chose, l'affaire, c'est à lui de voir, hein, Ouais. c'est son affaire. Ça vous a désolé, ça? Ne m'entraînez pas sur ce sujet, je ne vous répondrai pas. Ouais. Il est majeur et vacciné. Merci. Merci d'avoir été avec J'aurais nous. voulu ajouter quelque chose pour les plus jeunes qui nous entendent. Je vous en prie. On représente trop souvent le général de Gaulle comme un dinosaure. Ouais. Or, personne ne s'est plus adapté à son temps, au temps qu'il avait. Il a connu 3 cultures, 3 civilisations, que le général de Gaulle. Et il faut que tous ceux qui sont ici autour se souviennent que l'inventeur et l'incitateur, l'organisateur de la sécurité sociale et des assédiques, c'est lui. Le vote des femmes? Le vote des femmes et aussi leur éligibilité, de la même façon que les hommes, dit le texte. Ouais. Et que quand il monte dans un TGV, c'est le choix du général de Gaulle. Il a choisi le TGV contre le turbotrain ou le train à coussin d'air. Ouais. Le Concorde, c'est le général de Gaulle. L'Airbus, qui s'appelait Aérobus, Super Caravelle et Caravelle, c'est le général de Gaulle. Le nucléaire, c'est le général de Gaulle. Le périphérique autour de Paris et les autoroutes, c'est le général de Gaulle. Ouais. Alors, voilà pour le passé. En réalité, le général de Gaulle est dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Philippe de Gaulle. De Gaulle, mon père, entretien avec Michel Toriac. C'est édité chez Plomb, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis juste passé très... Oh! Ça va ou quoi? En France? Attendez, non, attendez, je vais te présenter. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, monsieur. Amiral, je vous présente Jamel Debbouze. Ouais, mais vous ne me le présentez pas, c'est une vedette. Alors moi, je m'en vais. Je connais. Je connais Charles de Gaulle Étoile, tu rigoles quoi? C'est toi. Comment, ça va ou quoi, monsieur? Je connais tous vos aéroports, tous les ronds-points, je les ai tous faits un par un. Oui, c'est vrai, je kiffe. c'est vrai. Attends, juste, alors écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. En fait, voilà, comme je sais que tu as beaucoup de boulot, tu travailles comme un forcené. C'est vrai. J'ai préparé des questions. T'as vu ce que j'ai lu là? Ouais, non, mais ouais, faut du mérite, hein, parce que c'est quand même gros comme travail. C'est pas mal. Ouais. Ça doit être très intéressant, mais quand même long à lire. Oui, on prend son temps. Oui, il faut prendre son temps. Mais ça se lit assez facilement. Bien évidemment. C'est parce que comme j'ai pas le temps, moi, c'est pour ça, je laisse Thierry lire et il me raconte derrière. Il regarde tout le monde en parle pour savoir ce qu'il y a dans les livres, Philippe. Exactement. Ouais.
Elle est très bien organisée. En tout cas, Psahtek pour Radio Londres, j'ai kiffé. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Et l'appel du 18 juin, comme je suis né le 18 juin, ça me fait kiffer. C'est particulièrement. Ah, très bien. Charles de Gaulle et toi, non, personne, rien à dire. C'est ça qui est formidable. Alors, j'étais en train de te dire un truc important. Explique-moi, ouais. Voilà, moi, je décris les questions pour pas que tu perdes ton temps. Ah, tu m'as fait les questions. Surtout pour que tu évites de me poser des questions à la con du style tromper, c'est sucer. D'accord, ok. Alors, attends, voilà, tu les lis. Merci. Tu les lis pépère, je me mets là, je fais comme si j'étais pas au courant des questions. Ouais. Vous restez 5 minutes avec nous Oui. Bah, je vous remercie Charles, beaucoup. s'il vous plaît, quand même, c'est un moyen de politesse. Benjamel, qu'est-ce que vous faites là? Non, Benjamel. Ah, Benjamel. Benjamel, ben, tu respires, Jamel. Benjamel. Ah oui, je croyais que c'était Benjamel. Elles sont tombées, elles sont tombées. Je vais les remettre dans l'ordre, Jamel. On y va, Jamel? Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération, Jamel, si ce n'est le plus doué. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, à moins de 30 ans, de vous retrouver au panthéon des acteurs français? Sans bien, c'est possible. Vous pouvez répéter la question? Parce que j'ai pas... Fini. Ouais. Le Panthéon, c'est la fin. Alors Ouais. non, lui, il a encore 30 ans, il a beaucoup de choses à faire. Inch'Allah. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération, si ce n'est le plus doué. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vous retrouver au panthéon des acteurs français? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, c'est ce qui est Panthéon, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, j'ai rien à foutre. Ouais. C'est plus, c'est pas moi, c'est les autres qui voient en moi une certaine merveille extraordinaire. Moi, je subis plus, tu vois. Je suis pas trop au courant, je fais les choses naturellement, quoi. C'est le style. C'est le style, c'est clair. Pourtant, Jamel, d'après le journal de Mickey, vous êtes l'acteur préféré des enfants. Je tiens à remercier les enfants en particulier pour ça, c'est vrai. Et ça s'est joué à ça entre moi et Pluto. Et c'est vrai qu'entre un chien débile et un arabe qu'à la classe, ils ont préféré le rebeu qu'à la classe. C'est vrai. Non. C'est vrai, c'est vrai. La famille. Jamel, c'est quoi vos plus grandes qualités, à part bien sûr la bogosité, la générosité et la malignité? Vous savez, Thierry, c'est très difficile de parler de soi. Ouais. J'ai envie de dire la modestie. Oui, 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 oui. La modestie, Oui, c'est bien. oui, oui, la Ouais, modestie. Là, vous êtes deux, hein, dans le genre modeste. Ouais, Ah, il est c'est très vrai. modeste aussi, Philippe de Gaulle. Hein. Ah oui, mais lui est une vedette, moi Ah, ouais. pas. Ah, si. Alors, tu sais qu'ils vendent des livres, c'est incroyable. Ils vendent 20 000 livres par jour. C'est énorme. Ils en vendent 500 000. Là, ouais. Tu rigoles ou quoi? C'est C'est fort. normal. Il y a Ouais, c'est fort. il y a des Premièrement, ronds-points à son effigie, il y a quand même des aéroports, des métros. C'est Roissy, génial. Roissy, c'est à lui. Voilà, c'est ça qui est mortel. Moi, si un jour il y a un aéroport qui s'appelle le Jamel Debbouze, comment je kifferais. T'imagines? T'imagines si Philippe de Gaulle prenait du pognon sur Charles de Gaulle, Roissy, Charles de Gaulle Étoile, station Charles de Gaulle et tout. T'es fou, il pourrait s'acheter plein de cravates Bordeaux. Non, il faudrait... Alors, Jamel, en 2002, d'après le Figaro, vous êtes devenu l'acteur français le mieux payé. Oui, Ouais. mais d'ailleurs, ça m'a causé pas mal de tort, je dois Ouais, avouer. ouais. Parce que maintenant, je vois venir plein de nouveaux cousins qui sont en galère d'oseille, Ouais. qui débarquent comme ça. Il y a encore... Hier, il y a un mec qui est venu me voir en me disant « Je suis le fils de ton père. Ouais. » Et je lui dis « Donc ça voudrait dire qu'il serait mon frère ?» Ouais. Elle m'a dit « Oui, je suis ton frère. Ouais. Je t'aime, mon fils. » Voilà. Ça ne veut rien dire du tout, quoi. C'est à cause du Figaro. T'es en pleine crise d'identité alors. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Mais bon, je m'en sors comme il faut. Et j'aimerais remercier le Figaro pour cet article, espèce de bâtard. Bon, Jamel, alors c'est votre grand retour sur scène en décembre. Vous êtes venu ici pour en parler. Merci. Pas du tout, Thierry. Je suis venu en toute amitié. Ah bon. Ah, il n'y Rien a à pas voir avec eux. de... Je suis pas venu faire de la promo. Bon, bien, c'est vrai que c'est mon grand retour sur scène en même temps. Faut en Ouais. parler un petit peu.
Je joue au Bataclan, Inch'Allah, à partir du 23 décembre jusqu'au 11 janvier. C'est le Casino de Paris, 23 décembre jusqu'au 11 janvier au Casino de Paris. Après, j'enchaîne avec le Bataclan du 13 au 18 janvier. Après, c'est vrai que l'Olympia arrive le 20 janvier jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis pas venu pour en parler, véritablement. Tu me poses la question, et si vous voulez louer les places, c'est à la FNAC ou au Virgin. Le nouveau spectacle de Jamel. C'est quoi le titre du spectacle? Ça va s'appeler Jamel 100% Debbouze. Ah, et pourquoi? Parce que je m'appelle Jamel Debbouze. Ah, ben c'est une bonne idée, oui. Sinon, j'aurais appelé différemment. Jamel, vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi ça parle? De moi. Ah, de vous, oui. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle Jamel 100% Debbouze, en fait. De moi, mais Ouais. voilà. Si vous m'avez dit, vous pouvez me dire ça en plusieurs mots, j'aurais dit autre chose. Mais là, maintenant, il va falloir venir voir le spectacle pour savoir de quoi ça parle. Ça parle uniquement de moi. Ouais, ça s'appelle l'égocentricité à son paroxysme, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps? Dans mon premier spectacle, je racontais un petit peu... J'étais très surpris de faire ce métier avec tout ce que ça implique. Et maintenant, alhamdoulilah, que je suis vraiment dedans, c'est encore plus étonnant. Ouais. C'est ce que je raconte. Ouais. Ce que je vais tâcher de raconter. Vous croyez que ça va intéresser les gens? Je sais pas. Parce que tu crois que ton décor de merde, il intéresse les gens. Non, excuse-moi. Tu vois, je suis venu gentiment pour venir te voir à ton émission et tu me demandes si ça va intéresser les gens. Tu crois pas que franchement, ce verre il est pourri et ces tags, je sais pas qui, c'est ta grand-mère qui a fait ces tags. Non, c'est Regarde, Ramsey et Dudley, c'est Dirty Music les tags. C'est Dirty Music qui ont fait les tags. Oui, 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 Ils devaient être sous JB, c'est pas possible. Je vais te montrer ce que c'est que de taguer exactement. Ouais. Je vais faire venir des amis à moi, on va te montrer ce que c'est que des tags. Quand tout à tu l'heure. veux. Mais Alors, mais t'inquiète pas. Encore une question, Monsieur Debbouze. Maintenant que vous avez un succès énorme, que vous croulez sous les sollicitations, vous pouvez nous dire est-ce que Sucé s'est trompé? Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Tu vois, je te jure, tu es profondément un sadique. Ouais. Tu dois être, ton squelette, il doit être fait tout en sadicité, c'est pas possible. T'es obligé de me poser la question, est-ce que si c'est trompé? Je sais pas, oui, mais c'est toutes les stars, ça, oui. Je peux pas te répondre à cette question, je préfère me taire, ma mère regarde l'émission, en plus c'est Ramadan, shaitan. Je reste plus. Alors, Jamel, est-ce que, tant qu'il est là, c'est incroyable de l'avoir, il va revenir au mois de février, Philippe de Gaulle, mais est-ce que tu as une question à lui poser? Monsieur Philippe de Gaulle, vous êtes donc le fils forcément de Charles. Est-ce que il aimait le rap? Est-ce qu'il connaissait Tupac Shakur ou Biggie Small par exemple? De son temps, ça s'appelait pas comme ça. Et il lui arrivait de danser, de partir en vrai ou pas? Danser, non. Il regardait les gens danser. Mais jamais vous l'avez pris en flaque dans votre salon en train de... Non, jamais. Jamais, non, jamais. Jamais, sérieux? Jamais. Il était très strict, Mais comme on voit dans les cartes postales? Oh non, c'est pas ça, mais comme c'était pas dans son talent, il préférait regarder ceux dont c'est le talent. Mais parce qu'on voit les chefs d'État de mon point de vue en tout cas, je ne suis pas chef d'État de mon État, je me dis qu'ils sont toujours obligés, tout le temps, toute leur vie, d'être sérieux. Oui, ils sont obligés d'être sérieux. Mais ça les empêche pas de s'amuser parfois. Mais c'est là que c'est ça que je voulais savoir. Rire. À quel moment, quand? Même s'ils sont pinces à rire et qu'on ne les voit pas rire, il y a des choses qui les amusent. Il a jamais été au bain-douche, par exemple. Ils aiment bien se distraire de temps. Il était plutôt gentil, plutôt sage, plutôt chef d'État. Il était gentil, il était sage, oui. Mais il avait affaire à beaucoup de difficultés. Forcément, donc, il n'avait pas que ça à faire en même temps. C'était pas... On l'avait fait venir pour ça. Ouais. Voilà, vous avez été un petit peu allé le chercher, il faut dire. On est allé le chercher, oui. Mais en tout cas, psahtek, comme on dit chez moi. Merci beaucoup. Merci Philippe de Gaulle. De Gaulle, mon père. Philippe de Gaulle, entretien avec Michel Toriac.